Bonjour mes amis. Aujourd'hui je viens vous parler de ma petite voix, j'ai attrapé un peu la crève. Je viens de vous parler de ces opérations qui sont menées en France par des groupes dits identitaires. Donc ils mènent des opérations à la frontière entre la France et l'Italie pour entre autres fermer la frontière. Et il semblerait qu'ils aient de gros moyens, des hélicoptères, des avions, tout ça. Alors, tout d'abord, avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même vous rappeler que je viens d'Algérie. Je viens d'Algérie, nous sommes à peu près 40 millions de citoyens, je pense. Et je peux vous dire, sans peur de me tromper, que nous sommes à peu près 40 millions d'identitaires. Dans le plus modéré et probablement plus dur que le plus dur de génération identitaire, juste pour vous situer. Ça signifie que dans notre pays, cette notion d'identité est un pilier très important de notre conscient collectif. À cela vient se rajouter une conscience religieuse, une conscience régionale, une conscience ethnique. Nous sommes en Afrique, bien sûr. Donc, c'est cette forme, on va dire, de sensibilité est le plus souvent l'apanage de pays de constitution récente. L'Algérie existe depuis 1962. C'est un pays qui aurait existé depuis 1000 ans. Euh, Probablement l'équation aurait été différente, comme par exemple elle l'est en France. Néanmoins, j'aimerais quand même émettre un bémol pour ne pas faire de jaloux quand même. C'est que notre conscience identitaire en Algérie ne nous a pas protégés contre des changements profonds qu'a subi notre société sur ces 30 ou 40 dernières années. Ça signifie que vous constatez que les groupes islamistes n'ont fait de nous qu'une bouchée et ils ont très rapidement changé notre façon de parler, notre façon de nous habiller, notre façon de vivre, notre façon de penser. Et ils ont profondément chamboulé toute notre société en pratiquement en une génération. Donc notre conscience identitaire ne nous a pas protégés. Pourquoi? Parce que autant cette conscience était forte, autant elle n'était pas clairement définie. Donc l'Algérien tient à son identité, mais il sera incapable d'élaborer sur cette identité-là. Donc effectivement, il protège quelque chose qu'il ne connaît pas en réalité. Donc ça ne va nulle part. En France, et très souvent en Occident, comme c'est des nations qui sont, on va dire, qui sont en train de traverser un cycle où leur mise, ou leur, quand même, leur existence en tant que, en tant que nation issue des prémices des siècles passés. Hein. La France d'aujourd'hui, si vous regardez la France d'aujourd'hui, pour faire une phrase simple, si vous regardez la France aujourd'hui, elle ne correspond pas à ce que les siècles passés en ont fait. D'accord? Au contraire, des éléments super importants qui se passent dans la société française ne correspondent qu'à des changements qui datent de quelques années, quelques décennies uniquement. Donc c'est vrai que sur le plan historique, ça correspond à une prise d'un virage absolument extraordinaire. Mais ce n'est même pas un virage, c'est un dérapage. Alors, beaucoup de Français n'ont pas de, n'ont pas de fibre ou de conscience identitaire. C'est un classique dans les vieux pays. À tel point qu'on peut trouver, par exemple, des hommes politiques dire de manière très naïve, parfois, très simple, que pour remplacer la démographie, où il y a un déficit démographique, il faudra une immigration pour venir combler les chiffres. Ça serait complètement ahurissant, par exemple, de dire cela en Algérie. Même si Même si notre peuple venait pour une raison quelconque se diviser par deux, qu'on deviendrait vieux comme les Japonais et qu'on ne faisait pas d'enfants et qu'on passerait de 40 à 20 millions, même à 5 millions, je vois mal, avec notre conscience qu'on a aujourd'hui, des gens ou des voix s'élever dans notre pays pour dire ramenons des Mexicains, ramenons des Chiliens, ramenons des Japonais pour nous peupler. Parce que, effectivement, on pourrait, mais le problème, c'est qu'un Japonais va produire des Japonais, il ne va pas produire des Algériens. Un Chilien va produire des Chiliens, et ainsi de suite. Et je peux vous dire, en tant qu'Africain, parce que je suis quand même né en Afrique, j'ai une certaine licence, peut-être un peu plus qu'un occidental, pour vous parler des dangers, parce que nous le connaissons très bien, des solutions de type une terre, plusieurs peuples. À partir du moment que tu as une terre qui est revendiquée par plusieurs peuples, c'est quoi un peuple? Ce sont des gens qui vont avoir des repères identitaires, des repères civilisationnels différents, entre je ne sais pas, entre un Corse du Sud et un Corse du Nord, on ne peut pas parler de deux peuples différents, parce que malgré peut-être certaines différences qu'on peut retrouver, des régionalismes, des petites subtilités d'un endroit à l'autre,
ce n'est pas deux peuples différents, parce qu'ils ont des repères qui sont, les repères importants, convergent, ils regardent dans la même direction. Mais quand vous prenez des peuples correspondant des civilisations qui se sont fait la guerre durant les 1000 dernières années, effectivement, vous n'avez pas des regards convergents. Donc voilà. Alors, le problème avec le problème, parce que j'aimerais quand même parler de certains excès qui ont été commis dans le langage. Je regarde sur Twitter et tout ça, il y a quand même des propos extrêmement durs qui ont été utilisés contre les migrants, et je ne m'identifie pas à ces propos, avec toute la sympathie que je peux avoir pour la cause des identitaires en tant qu'Algérien. Euh, c'est que ils viennent nous envahir, par exemple. Ils viennent nous envahir. C'est une sortie que je refuse totalement. Je vous explique un peu comment ça marche dans la tête des gens, parce que je viens de pays justement qui produisent des migrants. Je peux quand même vous dire ce qui se passe dans la tête de quelqu'un comme ça. C'est que aujourd'hui, si vous regardez l'état du monde, si vous faites un état des lieux, notre monde, notre planète est quand même en train de devenir progressivement un sale endroit pour beaucoup de gens. Des milliards de personnes, je les prends collectivement, des milliards de personnes sur beaucoup de continents n'ont pas accès à l'eau courante, n'ont pas accès à des soins médicaux de base, n'ont pas accès à des routes, n'ont pas accès à des écoles, n'ont pas accès à un travail, n'ont pas accès à un toit, n'ont même pas accès à des... L'autre jour, j'ai vu une association qui cherchait à aider les gens à avoir accès à des toilettes. Ça signifie que ce problème que l'humanité a probablement depuis la première fois que le premier type a mis les pieds sur Terre, il n'est pas réglé pour des milliards de gens, aujourd'hui, en 2018. Ok, il y a des pays donc qui sont comme ça. Ce sont généralement des États en faillite. Pourquoi ils sont dans l'État qui est le leur? Des raisons politiques, bien sûr, des raisons historiques, mais aussi des raisons culturelles liées à la culture des peuples. Alors, est-ce que c'est la misère qui crée la culture de misère, ou est-ce qu'une culture de misère crée la misère? Alors, c'est une grosse question. C'est effectivement une grosse question. Mais il y a des peuples qui sont enfermés dans un cercle vicieux de misère. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et très souvent, ils vivent dans des États qui sont en faillite. Et puis, un des marqueurs clairs de l'État en faillite, c'est la dépendance des gens envers l'État. Les gens dépendent de l'État pour manger, pour se nourrir, pour aller à l'école. Et les États, même si ces États ils sont en faillite, ils font face à une démographie galopante, à une économie qui ne croît pas aussi vite que la démographie. Et donc, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leur population. Mais malgré tout, il y a quand même cette dépendance extrêmement forte qui est un facteur important qu'il faut retenir. Donc, la France a un certain nombre de... C'est un pays, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est un pays développé, c'est une des premières économies du monde, effectivement. Et elle a des lois très particulières. Ce sont des lois qui vont donner des droits, qui vont ouvrir des droits, si on viole la frontière française. Si on rentre en France, sans passeport, sans papier, sans rien du tout, eh ben, ça ouvre des droits opposables. On peut opposer des droits à la société dans laquelle on arrive par la force. Et ça, effectivement, donc ça crée une sorte cyniquement parlant, ça crée un jeu. Ça crée une sorte de jeu où les gens se disent, des milliards de gens pensent là, si je vais dans ce pays-là, j'ai des droits opposables. Je peux leur demander de me nourrir, je peux leur demander de me loger, je peux leur demander de me prendre en charge, comme mon État en faillite tente de le faire désespérément. D'accord? Donc, vous n'avez pas, c'est pas des pays qui vont vous ramener dans lesquels on trouve une culture libérale, une culture d'entrepreneuriat, une culture de création d'entreprise, une culture d'invention. On ne trouve pas cette culture-là. S'il y avait cette culture-là dans ces pays, ils ne seraient pas ce qu'ils sont en premier lieu. Ils seraient Singapour. Vous comprenez? C'est pas. Donc, ces gens vont à un moment donné être attirés. Ils ne vont pas être attirés par la Roumanie. Pourtant la Roumanie, franchement, c'est pas le pays le plus riche en Europe, on est d'accord. La Roumanie ou même la Bulgarie, ce n'est pas des pays extrêmement riches. Même la Pologne. Mais ce sont des pays qui sont 1 milliard de fois meilleurs que beaucoup de pays desquels viennent ce qu'on appelle les migrants. Mais pourquoi ils ne sont pas attirés par la Roumanie? Parce que il y a en France un certain nombre de lois qui sont un attrait pour des milliards de gens. Et ce sont des lois qui sont connues aujourd'hui. Ça signifie, vous ouvrez certains journaux en Afrique, vous allez sur certains sites web et tout ça, et il y a des discussions. Et les gens savent que, par exemple,
Genre, récemment, il y a une loi il y a une décision qui a été prise, je pense, au Conseil d'État. Si une fillette est menacée d'excision, elle a le droit d'avoir l'asile en France et de pouvoir ramener ses parents et même sa fratrie. Alors, ça prouve encore une fois que ceux qui sont derrière ces lois ne sont pas réellement sur le terrain, ne comprennent pas réellement la logique. Parce que, déjà, premièrement, pour faire simple, une fois que vous décrétez un truc pareil, peu importe l'excision, ça ouvre une voie. Pour beaucoup de gens, ça devient une autre façon d'aller. C'est tout. Il y a l'excision, ben voilà, on va dire qu'on a un problème d'excision. Et encore, dans les pays africains, ce n'est pas, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas des gens qui courent derrière les fillettes avec des lames pour les exciser. Ça se passe pas comme ça. L'excision, très souvent, est une tradition familiale, tradition sociale et familiale. Ils y tiennent comme la prunelle de leurs yeux. Et effectivement, c'est la maman avec les tantes, avec les voisines et tout ça, qui vont mutiler la fillette selon un processus très barbare que je vous détaillerai à l'occasion, pendant que les hommes prennent le café d'or. Donc, qui menace la fillette d'excision? Ben, c'est ses propres parents. Alors vous ramenez la fillette, vous lui donnez l'asile, vous ramenez ses parents avec, et puis ben, à la première occasion, ils vont la mutiler, c'est tout. Hein. Et ils vont même revenir au bled la mutiler. Ça se passe ici aussi. D'accord. Beaucoup de filles voyagent et reviennent mutilées, c'est tout. Alors, il y a des lois. C'est ces lois qui font que les gens choisissent d'aller en France, particulièrement. Ils ne vont pas choisir d'aller ailleurs, c'est tout. C'est juste cette logique-là. Donc pour moi, le problème de la France n'est pas réellement un problème de frontières. C'est pas réellement un problème de surveillance des frontières. C'est plutôt l'attrait des services sociaux pour des milliards de gens. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Aujourd'hui, des familles dans le monde savent que si elles envoient leurs enfants, et souvent ils en ont beaucoup, savent que si elles tentent d'envoyer des enfants, et parfois même pas des enfants, parfois des gens de 28 ans se font passer pour des enfants, ils envoient un enfant. Et puis, c'est un enjeu très cruel. Beaucoup vont mourir en chemin. Mais s'il y en a un qui arrive en France, qui arrive à envoyer un ping, c'est gagné. C'est bingo, c'est tout le village qui part. Parce qu'à ce moment-là, il peut faire ramener ses parents, ramener ses frères et sœurs. Et le gars n'est pas là pour envahir, honnêtement, même si le résultat net de la perspective de certains peut ressembler à un envahissement. Mais en fait, le migrant n'est pas là pour vous envahir. Il n'a pas cette idée derrière la tête. Il ne dit pas, je vis bien, tout va bien dans ma vie, bon, je vais vendre mon commerce, vendre mon entreprise, prendre des risques et aller envahir les Français. Il n'a pas cette logique du tout. Tout simplement, il sait que ce pays-là peut s'occuper de lui. C'est tout. Donc, il vient. Problème, c'est que de la perspective des Français, donc ils vont récupérer quoi? Ils vont récupérer un trop-plein démographique. Un trop-plein démographique de pays en faillite. Alors, dans ce trop-plein démographique, tu ne vas pas trouver, par exemple, des ingénieurs aéronautiques. Pourquoi? Parce que ces pays n'ont pas d'ingénierie aéronautique. Ils ne fabriquent pas des Boeing ou des Airbus. Donc, ils n'ont pas d'ingénieurs en aéronautique. Donc, ça n'existe pas. Ils n'ont pas de... Tu ne vas pas recevoir des médecins exposés ou du personnel médical exposé à des techniques avancées, comme celles qui sont exigées ou dont celles aurait besoin, par exemple, l'Europe. Parce que tout simplement, dans leur pays, ils sont encore dans une économie rudimentaire, dans une médecine rudimentaire. Donc, voilà, tu ne vas pas... Tu vas rien récupérer, en fait. Même les professionnels que tu vas récupérer là-dedans ne vont pas correspondre au marché européen, par exemple. Parce qu'on voit bien ce que doivent faire les jeunes Européens. Ils doivent se démener, apprendre des langues, faire des stages, bac plus, etc. Des certifications, tout ça pour espérer à peine trouver un emploi plus ou moins stable une fois qu'ils atteignent les 40 ans. D'accord? C'est très dur. Alors, quand quelqu'un vient d'une économie rudimentaire, ou bien n'a jamais travaillé de sa vie, comme parce qu'il y a des régions où les gens n'ont pas de travail, des fois d'une génération à l'autre, il arrive en Europe, il va faire quoi? Ben, il va être dépendant. Il va être dépendant économiquement. Dépendance économique, dépendance sociale. Il n'y aura jamais d'intégration, parce que l'intégration, déjà, passe par le travail, passe par la participation à l'effort créatif. Payer des impôts. Ça n'arrivera jamais. Et donc, on va retrouver des gens qui, 4 générations plus tard, ne sont pas intégrés. Et qui, même 4 générations plus tard, vont te reprocher d'avoir exploité leurs parents, de les avoir ramenés dans des conditions indignes. Et vont développer, parce qu'ils vont rester attachés à leur culture. C'est ça aussi, le problème des universalistes français. C'est qu'ils pensent qu'ils sont tellement extraordinaires que rien qu'à voir leur gueule, les gens vont devenir eux.
Tu comprends? Je veux dire, non, il faut rester humble, il faut savoir raison garder. Les gens viennent de loin. Ils ont des problèmes dans leur pays, oui, mais malgré les problèmes, que cause souvent leur culture, que cause souvent leur religion, que cause souvent leur tradition. Ils ne sont pas prêts à remettre en cause cette religion, ces traditions, cette culture. Malgré même que cet écheveau-là cause dans leur propre pays depuis des siècles, cause des désastres. Mais ils y tiennent trop pour changer. Ce n'est pas en France qu'ils vont changer. En France, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se juxtaposer à la société française, et puis celle-ci prendra en charge les défaillances, au moins sur le plan économique, de leur système social. C'est tout. Si ta culture, ta religion, tes traditions ne te permettent pas de travailler et ne te permettent pas d'élever tes enfants, bah t'inquiète pas. Tu viens là, tu te juxtaposes et on va te payer ton logement et on va te payer tes soins et on va tenter désespérément à coups de milliards d'éduquer tes enfants. Et puis ben, si ça ne marche pas, ben, on essaiera avec la prochaine génération, avec la prochaine, et ainsi de suite. Et ça va développer un problème grandissant, ça va développer un problème insoluble sur le temps. Sur la durée, ça va être des politiques qui font du clientélisme, des flics qui n'osent pas toucher à certaines régions parce que pour ne pas mettre le feu aux poudres, comme on dit, des zones entières qui vont être en sécession, littéralement. Changer littéralement de visage. C'est ça le truc. Alors je peux comprendre que des identitaires flippent et aillent fermer 300 mètres de frontière. Quoi. Cela dit, moi, si j'avais un bel Iroquois et j'avais 150 gars, j'aurais été fermé un bureau d'aide sociale. D'accord, j'aurais été fermer ça. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu peux prendre un pays, même sans surveillance aux frontières, avec des. Pratiquement, tu n'as plus de surveillance aux frontières du tout. Mais, deux choses. Tu rentres très clair, et qu'il faut que tout le monde le sache, qu'il n'y a strictement aucun moyen de se faire entretenir dans ce pays. Que la seule façon de gagner sa vie, c'est de travailler. Mais il n'y a pas moyen, que ça devient mathématiquement impossible. Même si tu dois crever, qu'il n'y aura pas de logement gratuit, qu'il n'y aura pas d'argent sur le compte si tu ne travailles pas. Ça n'existe pas. D'accord? Déjà cela. Rien que cette phrase-là, ce que je viens de vous dire, 99% de l'immigration ne viendra pas. Déjà 99%, c'est fini. C'est... Voilà, c'est... Vous avez un système social, honnêtement, catastrophique. Catastrophique. Et vous avez cette vocation, ou des fois cette tentation, cette volonté d'entretenir l'humanité entière. Ça ne marchera pas. Votre système, votre pays coulera, votre pays deviendra un pays du tiers-monde. Vous n'aurez même pas commencé à régler les problèmes du tiers-monde. Mais vous en ferez partie, à plein pot. Vous deviendrez réellement, vous aurez le visage, déjà certaines de vos régions ont ce visage-là. Votre pays entier aura ce visage d'un pays du tiers-monde. Et vous n'aurez même pas commencé à régler les problèmes du tiers-monde. Vous les aurez peut-être même exacerbés par un certain nombre de mécanismes que j'expliquerai une autre fois. D'accord ? Donc voilà, c'était juste, je voulais commenter ce fait d'actualité. Je comprends que les gens soient exacerbés. Voilà, il y a une logique derrière tout ça. Il y a une logique. À bientôt mes amis et je reviens à une autre fois.